Bon, l'intelligence artificielle, c'est clairement partout aujourd'hui. On l'utilise sans même y penser parfois. Ah oui, ça s'est immiscé dans tellement d'aspects de notre quotidien. Mais la question c'est, comment on en est arrivé là? Quelle est l'histoire derrière tout ça? D'où ça vient? C'est une excellente question. Et c'est une histoire assez mouvementée, on va voir. Justement, on a exploré pas mal de sources pour essayer de comprendre ce parcours. L'idée, c'est de retracer un peu les grandes étapes, les idées clés, les succès, et puis les moments de doute aussi. Tout à fait. Et ce qui est intéressant, c'est que l'idée d'une machine pensante, elle n'est pas si récente que ça. Bien avant l'informatique, en fait. Ah oui? Oui, les sources rappellent des penseurs comme Raymond Lull au Moyen Âge, ou plus tard Descartes, Leibniz. Ils réfléchissaient déjà à automatiser le raisonnement, à formaliser la pensée. C'était très philosophique au départ. D'accord, donc une quête intellectuelle ancienne. Et puis, j'imagine, l'aspect plus mécanique est arrivé. Exactement. Au XIXe siècle, on pense à Charles Babbage et Ada Lovelace. Lui imagine ces machines à calculer, et elle va plus loin. Les textes soulignent sa vision. Elle entrevoyait déjà que ces machines pourraient manipuler des symboles, pas juste des chiffres, créés en quelque sorte. La première programmeuse en quelque sorte. Et après eux, la figure incontournable, c'est Turing, j'imagine. Oui, Alan Turing est central. Sa machine universelle, c'est le concept de l'ordinateur moderne, avant l'heure. Et puis son fameux test, le test de Turing. Pour savoir si une machine peut penser, c'est ça? En fait, il contourne la difficulté de définir penser. Il dit, si une machine peut converser comme un humain au point de nous tromper, on peut considérer qu'elle fait preuve d'intelligence. Malin. Malin, oui. Et tout ça nous mène à un moment fondateur mentionné partout, Dartmouth, en 1956. Oui, l'atelier de Dartmouth. C'est là que le terme intelligence artificielle est né, proposé par John McCarthy, mais attention au sens. C'est-à-dire? L'intelligence, au sens anglo-saxon initial, c'était beaucoup lié à la collecte d'informations, au renseignement, intelligence gathering. Pas forcément l'intelligence humaine, avec ses buts, sa morale. C'est une nuance importante que les sources pointent. D'accord. Mais l'ambition à Dartmouth, elle était quand même énorme, non? Ah oui, immense. L'idée, c'était vraiment de simuler, voire de répliquer l'intelligence humaine dans sa globalité. Un optimisme assez fou. Et ça a marché. Au début, ce premier âge d'or dont parlent les textes. Oui, il y a eu des succès marquants. Le Logic Theorist, qui prouvait des théorèmes. Elisa, qui donnait l'illusion d'une conversation. Ah oui, Elisa, j'en ai entendu parler. Bluffant pour l'époque, non? Oui, mais c'était une illusion, justement. Ça simulait la compréhension, ça ne comprenait pas vraiment. Une leçon importante déjà à ce moment-là. Il y avait aussi le programme de Dame d'Arthur Samuel qui apprenait de ses erreurs, le robot Shaky qui pouvait plénifier ses actions, et le langage Lisp développé pour l'IA. Donc, pas mal d'avancées concrètes. Mais ça n'a pas duré. Non, les limites sont vite apparues. Le monde réel est incroyablement complexe. Traduire automatiquement, par exemple, c'est heurter à ce qu'on a appelé la barrière sémantique. Comprendre le sens profond, le contexte. Et la puissance de calcul, j'imagine? Exactement. Très limité à l'époque. Ajoutez à ça des critiques, des rapports qui pointent les échecs, et paf, c'est le premier hiver de l'IA, vers le milieu des années 70. Moins d'argent, moins d'enthousiasme. D'accord. Et comment l'IA sort de cet hiver? Quelle a été la prochaine vague? Le renouveau vient dans les années 80 avec une approche différente, les systèmes experts. Les systèmes experts, c'est-à-dire? L'idée n'était plus de recréer toute l'intelligence, mais d'imiter un expert humain dans un domaine très précis. Par exemple, Missine pour le diagnostic de maladies du sang ou Xcode pour configurer des ordinateurs. On encode les règles de l'expert dans la machine. Ah, c'est plus pragmatique. Et ça a mieux marché? Oui, pendant un temps. Ça a créé un vrai boom industriel. Il y a eu de gros investissements, le projet japonais des ordinateurs de 5e génération, les machines Lisp dédiées. Mais, j'anticipe un mais, imagine. Voilà. Les stations de travail classiques sont devenues plus puissantes et moins chères, rendant les coûteuses machines Lisp obsolètes. Et donc, Deuxième hiver de l'IA. exactement, fin des années 80, début 90. Le marché s'effondre, les budgets sont coupés à nouveau. Ces cycles d'enthousiasme et de déception sont vraiment une caractéristique de cette histoire. C'est frappant, oui. Alors, qu'est-ce qui a permis de sortir de ce deuxième hiver? Quel a été le vrai tournant, finalement? Le tournant, ça a été de changer radicalement d'approche. Plutôt que d'essayer de coder toutes les règles à la main, on s'est dit,
Et si on laissait la machine apprendre à partir des données? C'est l'émergence du machine learning, l'apprentissage automatique. Apprendre des données. Ça existait déjà un peu avant, non? Oui, mais ça devient central. Les sources mentionnent par exemple les travaux pionniers de Yann Lequin sur les réseaux de neurones convolutifs, les CNN, dès la fin des années 80 pour reconnaître l'écriture manuscrite. Et puis, il y a eu un facteur décisif, Internet. Ah oui, les données. Exactement. Soudain, on a eu accès à des quantités massives de données, le fameux big data. C'était le carburant qui manquait peut-être aux approches précédentes. Et en parallèle, de nouveaux algorithmes se développent, les arbres de décision, les SVM, etc. Et c'est à ce moment-là que l'IA commence à devenir plus visible dans notre quotidien, même discrètement. Tout à fait. Les filtres anti-spam dans nos emails, les moteurs de recherche comme Google avec PageRank, les systèmes de recommandation, l'IA dans les jeux vidéo qui devient bien plus maligne. Et le grand symbole de cette époque, c'est Deep Blue, non? Oui, 1997, Deep Blue d'IBM qui bat Garry Kasparov aux échecs. Énorme retentissement médiatique et psychologique, ça montrait que sur une tâche complexe, symbolique de l'intelligence, la machine pouvait dépasser l'humain. Ce qui nous amène plus près de nous à la révolution actuelle du deep learning, l'apprentissage profond. Qu'est-ce qui change vraiment avec ça? C'est un peu une tempête parfaite qui se produit au milieu des années 2000, comme le décrivent les sources. On a le big data, la puissance de calcul qui explose grâce aux cartes graphiques, les GPU. Ah oui, les GPU, qui n'étaient pas faits pour ça au départ. Non, c'était pour les jeux vidéo. Mais on s'est rendu compte qu'ils étaient parfaits pour les calculs parallèles massifs nécessaires aux réseaux de neurones. Et puis, troisièmement, des avancées dans les algorithmes eux-mêmes, des réseaux de neurones avec beaucoup plus de couches, d'où le terme profond. Et ça donne quoi, concrètement, comme capacité nouvelle? Des capacités spectaculaires en reconnaissance d'images avec les CNN, en traitement du langage naturel avec les RNN, puis surtout les transformers découverts en 2017. Les transformers, c'est la base de ChatGPT et compagnie, c'est ça? Exactement, leur mécanisme d'attention a vraiment tout changé pour comprendre et générer du langage. Et ça ouvre la porte à l'IA générative, créer des images, du texte, de la musique, des choses qui semblaient hors de portée il y a peu. Sans oublier Watson qui gagne à Jeopardy, AlphaGo qui bat le champion du monde de Go. Un jeu encore plus complexe que les échecs d'ailleurs. Beaucoup plus, oui. Donc aujourd'hui, l'IA est, oui, omniprésente, assistants vocaux, traduction, diagnostic médical, finance, industrie. Mais les sources soulèvent aussi pas mal de défis, non? Ce n'est pas que positif. Effectivement, les biais dans les algorithmes qui peuvent refléter et amplifier les préjugés de nos sociétés, la question de la vie privée, de la surveillance, le problème de la boîte noire, on ne sait pas toujours comment l'IA prend ses décisions. L'impact sur l'emploi aussi, c'est une grosse inquiétude. Oui. Et l'empreinte environnementale de ces énormes modèles qui consomment beaucoup d'énergie. Ou encore le risque de désinformation massive avec les IA génératives. Ce sont des enjeux cruciaux. Face à ça, vers où va la recherche? Est-ce qu'on cherche des solutions? Oui, heureusement. Les textes parlent d'IA de confiance, plus explicable, plus transparente, d'IA frugale, moins gourmande en ressources, d'approche hybride qui combine l'apprentissage machine avec du raisonnement logique, un peu comme au début de l'IA, mais avec les outils d'aujourd'hui. On sent qu'on arrive peut-être aux limites de l'approche actuelle basée sur toujours plus de données et de calculs. Et l'objectif ultime, l'IA générale, l'AGI, on en est où? Ça reste un horizon lointain et débattu. Certains y croient, d'autres sont sceptiques sur la possibilité d'y arriver avec les méthodes actuelles. Ce qui est sûr, c'est que le futur dépendra autant des avancées techniques que des choix de société qu'on fera. La régulation, l'éthique. C'est clair. Donc, pour résumer ce voyage express, l'histoire de l'IA, c'est une longue quête, vraiment. Des idées philosophiques anciennes, des pionniers visionnaires, des cycles d'emballement et de déception, Des âges d'or et des hivers. qui nous amènent finalement aux outils d'aujourd'hui, qui sont le fruit de toute cette évolution complexe. Exactement. Et peut-être une dernière pensée. En s'inspirant de cette histoire, on a vu comment des défis qui semblaient insurmontables, jouer aux échecs mieux qu'un champion, traduire, reconnaître des visages, ont finalement été relevés, souvent par des changements d'approche inattendus. Plus de données, plus de calculs. Alors, si on garde en tête cette distinction qu'on faisait au début entre l'intelligence purement computationnelle de l'IA et l'intelligence humaine avec ses buts, sa conscience, sa morale, quelle sera la prochaine barrière? Et est-ce que la façon dont on essaiera de la franchir ne va pas, encore une fois, nous obliger à redéfinir ce que signifie vraiment être intelligent?